Bonjour à tous, c'est Amalric. Si vous êtes en CDI, vous avez forcément déjà entendu parler de la rupture conventionnelle. C'est un sujet énorme, on parle de droit au chômage, d'indemnité, de négociation, de transactions, de chèques de départ. Bref, j'aurai l'occasion de revenir sur ces points-là dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on ne va pas parler de stratégie ni de fiscalité, on va décortiquer uniquement la procédure officielle. Et croyez-moi, il y a déjà beaucoup à savoir rien que là-dessus. Alors, ce que peu de gens réalisent, c'est que cette sortie à l'amiable est en réalité très encadrée. Ce n'est pas juste une signature sur un coin de table, il faut suivre des étapes précises, on va les voir, et respecter des délais, et c'est à vous, employé comme employeur, de respecter scrupuleusement ce process. Donc, autant maîtriser la mécanique dès le départ. Je reviens sur la petite définition de la rupture conventionnelle, qui est la seule façon officielle de mettre fin à un CDI à l'amiable. Aucun autre dispositif ne le permet. Alors, première précision, si vous tombez d'accord avec votre employeur pour mettre fin au contrat, vous devez impérativement passer par cette procédure. Vous ne pouvez pas inventer un autre mode de rupture. Depuis 2008, les petits arrangements, les démissions déguisées ne fonctionnent plus. Deuxième précision, elle concerne uniquement les CDI. Donc, si vous êtes en CDD, vous pouvez déjà l'oublier. Avant de commencer, je le rappelle d'ailleurs, que cette vidéo est réalisée à des fins pédagogiques. Elle ne constitue pas un conseil juridique ou RH et elle simplifie volontairement certaines notions pour faciliter la compréhension. Alors, l'étape numéro 1, puisqu'il y en a 6, c'est d'aller chercher le consentement. Qu'est-ce que j'entends par consentement? Ici, c'est se mettre d'accord sur le principe, ce qu'on appelle l'accord mutuel de séparation, l'AMS. Donc avant tout, employeurs et employés doivent acter qu'ils envisagent une rupture conventionnelle. Alors cela suppose d'amener le sujet intelligemment, sans se griller, sans donner l'impression que vous quémandez une rupture. On n'est pas en posture de demande. La demande peut venir de l'un ou de l'autre, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais attention, si c'est l'employé qui la demande directement, il prend un risque important. Soit l'employeur va refuser, soit il accepte, mais en proposant uniquement le minimum légal. L'AMS, l'accord mutuel de séparation, c'est le sujet. Il faut aller chercher le consentement de départ. C'est 90% de l'effort à fournir si vous voulez vraiment sortir avec un bon chèque. Et surtout déjà, ne démissionnez jamais. Ce serait vraiment trop bête puisque vous abandonnez et vos droits et votre ancienneté et tout ce qui vous est dû. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus efficace de travailler autrement, c'est d'amener votre employeur à faire lui-même la proposition. Et c'est exactement le principe de ma stratégie de négociation asymétrique, la SNA, c'est d'inverser le rapport de force pour que ce soit votre employeur qui ouvre la porte à la discussion et à la proposition d'AMS. Et donc le plus sûr, c'est de le formaliser par écrit, un mail, un courrier, pour garder une trace, car la rupture peut être proposée dans un climat apaisé ou au contraire dans un climat ou un contexte tendu. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est l'absence de pression, ce qu'on appelle le consentement vicié. Alors vous avez le droit de discuter d'une sortie, même si vous êtes en désaccord profond. Ce qui est interdit, c'est d'imposer la rupture par contrainte. Donc, gardez toujours une preuve écrite de vos différents échanges. L'étape numéro 2, c'est les entretiens. Alors, une fois l'accord de principe posé, un ou plusieurs entretiens, plusieurs rendez-vous vont avoir lieu. Côté employé, vous pouvez vous faire accompagner par une personne de l'entreprise, peut-être un collègue, un élu, un syndicaliste, ou s'il n'y a aucune représentation du personnel, par un conseiller des salariés inscrits sur une liste officielle dans votre département. Ce n'est pas un avocat, mais une personne habilitée à vous épauler. Si vous choisissez d'être accompagné, prévenez votre employeur, car dans ce cas, lui aussi pourra se faire assister, à condition bien sûr d'en informer l'employé. Pendant l'entretien, la loi ne prévoit pas de formalisme particulier. L'idée, c'est d'échanger librement, avec un objectif qui est de vérifier si la rupture est pertinente et si oui, on va de discuter des conditions. Et là, la question clé, c'est bien sûr le montant de l'indemnité. Mais pas seulement. Il faut aussi parler de la date de départ, du maintien de votre mutuelle, de la passation des dossiers, de la transmission des informations et même de la façon dont sera annoncée votre séparation en interne. Bref, tout ce qui touche finalement à votre réputation et à vos conditions de sortie doit être anticipé. Alors bien souvent, les RH essaient de vous la jouez un peu à l'envers ou glisser une disquette ou d'y aller à la va-vite en vous mettant sous le nez un document avec uniquement le minimum légal. Or, à ce moment précis,
vous avez encore un levier de négociation. Ne signez pas trop vite, ne vous laissez pas enfermer. Pour maximiser le montant de votre chèque, il existe des méthodes concrètes comme le stack. Le stack, c'est le script tactique ajusté pour capitaliser que j'enseigne pour sécuriser et maximiser les indemnités extralégales. La troisième étape, c'est donc la signature. On y est. Une fois l'accord trouvé, il doit être formalisé dans un document officiel. Alors, il n'y a pas de délai imposé, ça peut se faire à l'issue d'un ou plusieurs entretiens. Mais attention, ce n'est pas une feuille blanche. C'est un formulaire CERFA, disponible en ligne. On vous mettra le lien sur TeleRC. Il faut y indiquer votre identité, vos rémunérations, le déroulé des entretiens et surtout la date prévue de fin de contrat. Cette date doit respecter certaines règles et j'y reviendrai. N'oubliez pas, la convention doit être éditée en 3 exemplaires, un pour le cadre, un pour l'employeur et un pour l'administration. Alors pas forcément pour les cadres, parce que c'est aussi possible pour les non-cadres, pour l'employé, pour l'employeur et pour l'administration, donc la DRETS. À noter que certaines directions RH ajoutent aussi un document complémentaire, ce qu'on appelle une convention de rupture interne, paraphée, signée par les 2 parties. Ce papier n'a pas de valeur réglementaire, mais il protège surtout l'employeur en cas de recours. 4e étape, c'est le délai de rétractation. Une fois la convention signée, vous disposez de 15 jours calendaires pour changer d'avis. Pas besoin de justification, vous pouvez revenir en arrière librement. Exemple, si vous signez le 5 juin, le délai démarre le 6 et prend fin le 20 juin à minuit. Au-delà, il est trop tard. Et si à la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est automatiquement décalée au jour ouvrable suivant. Exemple, si c'est le 20 juin est un dimanche, le délai se prolonge jusqu'au lundi 21. C'est technique mais crucial. Mal compter ces 15 jours peut faire dérailler toute la procédure. Donc pour se rétracter, il suffit d'envoyer une lettre, idéalement en recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. Si vous vous rétractez, eh bien tout s'arrête, sinon la procédure continue vers l'étape suivante. Et là encore, vous pouvez regarder sur TeleRC pour faire une simulation des délais, comme ça sera peut-être plus clair. Voilà pour les 4 premières étapes. 1. Le consentement, 2. Les entretiens, 3. La signature du CERFA et 4. Le délai de rétractation. Mais avant de voir les 2 étapes suivantes, qui sont l'homologation et la date de rupture de contrat, vous avez peut-être envie de savoir comment obtenir le consentement de votre employeur et structurer votre négociation de sortie dans un climat apaisé, c'est-à-dire un accord mutuel de séparation pour partir en bons termes. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, on vous aidera à sortir au bon moment avec la bonne méthode et le bon chèque. Étape numéro 5 qui est l'homologation. Ce n'est qu'une fois le délai de rétractation écoulé et pas avant qu'on peut saisir l'administration. Donc la convention doit être transmise à la DRETS pour homologation. Pourquoi? Parce que l'État vérifie que la convention respecte la loi et valide ou non votre accord. Donc c'est une étape obligatoire. Sans ce contrôle, la convention est nulle. Autrement dit, si vous avez signé mais que vous n'avez pas l'homologation, bien la rupture n'existe pas juridiquement. Alors qui envoie le dossier? En pratique, c'est souvent les RH ou votre direction qui s'en charge, mais rien n'empêche l'employé de le faire. Ce qui doit être envoyé, c'est le CERFA officiel, dont la partie 3 constitue la convention signée. Évidemment, il faut transmettre le document à la DRETS, puisque c'est elle qui contrôle. Le plus sûr reste l'envoi recommandé avec accusé de réception, car la date de réception déclenche les délais. Maintenant, tout se fait en ligne, via le portail telerc.travail.gouv.fr, qui est en lien, plus simple qu'une lettre à la poste. Alors, combien de temps ça prend? Le délai d'instruction, dès que la DRETS reçoit votre dossier, il y a un nouveau délai qui démarre, qui est de 15 jours ouvrables. Vous en êtes informé par un accusé de réception envoyé aux 2 parties. Pendant ces 15 jours, l'administration vérifie que la convention est conforme, indemnité correcte, absence de vice de consentement, respect de la procédure, tanti quanti. Attention, si le délai se compte en jours ouvrables et non pas en jours calendaires comme pour la rétractation. Donc exemple, si la DRETS reçoit le dossier le 8 juillet, le délai démarre le 9 et se termine le 29 à minuit. On ne compte pas les dimanches, ni les jours fériés, ni les jours habituellement chômés. Alors comme toujours, si le délai se termine un samedi, dimanche ou un jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant. OK? Et la notification, c'est la décision de la DRETS. Il y a 3 cas possibles. Le premier cas, vous recevez une homologation express, c'est la validation officielle. La rupture aura donc lieu à la date fixée dans la convention. Deuxième cas, vous recevez un refus. Cela restera, hein, vraiment, c'est autour de 3%, mais ça arrive. Et dans ce cas, l'administration détaille les raisons, que ce soit l'indemnité insuffisante, un délai non respecté, une vice de procédure, etc. C'est souvent une erreur de typo. Il manque une date, une signature, un chiffre. Donc la conséquence, c'est que la procédure s'arrête, mais vous pouvez régulariser et déposer une nouvelle demande ou bien contester devant le Conseil des prud'hommes.
Troisième cas, vous ne recevez aucune réponse. L'absence de décision vaut homologation tacite, autrement dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. À l'expiration du délai, la convention est réputée valide. Et donc on arrive à la dernière étape, c'est la date de rupture de contrat. C'est la partie clé que beaucoup sous-estiment puisque la rupture effective du CDI n'intervient pas au moment de l'homologation. Elle a lieu à la date que vous avez inscrite dans la convention et cette date doit être postérieure à l'homologation. Exemple, si la convention est homologuée le 15 février, la rupture ne peut pas intervenir avant le 16 février. Vous pouvez fixer une date plus lointaine, par exemple pour terminer un projet ou organiser la passation, mais pas avant. Et puis ça parfois des choses qu'on négocie. On reste plus longtemps, mais on prend un plus gros chèque. Jusqu'à cette date, le contrat continue normalement. L'employé travaille ou prend ses congés payés et l'employeur doit fournir le travail et verser le salaire. Voilà, dernier conseil pratique, ne remettez jamais les documents de fin de contrat, que ce soit votre certificat de travail, attestation France Travail, le reçu pour solde de tout compte, avant la date effective de la rupture. Sinon, l'administration pourrait refuser l'homologation et requalifier la rupture en licenciement abusif. Vous voyez que la procédure est plus longue qu'on l'imagine. Entre le délai de rétractation et celui de l'instruction, on est déjà sur plus d'un mois, voire plus de 5 semaines. Donc c'est un élément à garder en tête quand on planifie une sortie. Voilà, ça ne va jamais aussi vite qu'on ne l'espère. Chose est sûre, vous connaissez désormais l'ensemble des 6 étapes de la rupture conventionnelle. Vous en savez déjà beaucoup plus que la majorité des employés. N'hésitez pas à revoir certains passages si besoin et surtout, souvenez-vous, maîtriser la procédure, c'est bien. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour bien négocier vos conditions de départ. Un départ, ça se prépare. Et pour entrer en négociation, rappelez-vous la chose suivante, c'est qu'il faut une relation pour aller chercher une transaction.